Coucou les addicts, c'est Aurélie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le décryptage de cet épisode ô combien attendu de la saison 3. J'ai fait monter un petit peu la pression et la tension et le teasing tout au long de cette semaine en vous proposant de suivre pas à pas la façon dont je prépare mes décryptages. Pour celles qui m'ont suivi, eh bien, je suis très contente de vous le présenter. J'espère que ça vous plaira. Et pour ceux qui seraient curieux de savoir comment je procède pour réaliser mes analyses d'épisodes, vous retrouverez tout ça sur mon fil d'actualité de la page Facebook Outlander Addict. Le lien est dans la description si vous souhaitez le retrouver. D'autres petites infos en rapport avec l'épisode. Vous retrouvez sur mon site internet quelques photos des coulisses avec des explications notamment sur les décors, les accessoires. Je publierai dans les prochains jours sur la chaîne YouTube une interview de Sam Yuan et Katrina Balfe au sujet des retrouvailles de Jamie et Claire, donc c'est dans le thème. Et puis sur Facebook, sur la page Facebook, je vous mettrai une scène coupée de cet épisode, une scène étendue d'un tendre moment entre Claire et Jamie. Et également, là, dans les heures qui suivent la publication de la vidéo, les coulisses racontées par les producteurs Matt Roberts et Meryl Davids, peut-être Tony Graffia, je ne sais plus. Ron Moore. Tiens, oui, c'est Ron Moore. Donc voilà pour les infos, c'est parti pour le décryptage. Et je commence par vous donner quelques informations générales et mes impressions également sur l'épisode. Alors cet épisode des retrouvailles, je l'ai dit, était très attendu. On a eu 5 épisodes de la saison 3 avant de voir enfin Claire et Jamie réunis sur un même écran. Personnellement, je n'ai pas été déçue du tout. Franchement, un très très bel épisode. On a la chance en plus qu'il soit plus long que les autres. La production s'est beaucoup battue pour ça. Il fait 15 minutes de plus à peu près que les épisodes classiques qui font 1 heure normalement. Il a été écrit par Matt Roberts. C'est un des fidèles des tout débuts de la série. Et je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais Matt Roberts, c'est un fan des livres de Diana Gabaldon depuis quasiment leur sortie. Il expliquait qu'il a commencé à les lire à partir de la sortie du tome 3, mais il a repris tome 1, tome 2, etc. Et ensuite, il lisait chaque livre à chaque parution. Donc un gros fan. L'épisode a été réalisé par une femme, Norma Bailey. J'ai pas grand-chose à vous en dire, j'ai pas trouvé grand-chose. Mais je pense que c'est important de relever que c'est une femme qui l'a réalisé. Il y a une espèce de sensibilité, du coup, dans l'épisode, peut-être que l'on ne retrouverait pas chez un homme, et c'est pas sexiste le fait de le dire. Il y a aussi dans cet épisode beaucoup de dialogues empruntés au roman. Et c'est un vrai épisode qui doit faire plaisir aux fans de la première heure. Beaucoup de vrais moments d'intimité. D'ailleurs, la scène dans le bordel, dans la chambre de Jamie, c'est une des plus longues scènes qui a été écrite dans les scénarios d'Outlander. Depuis le début, elle fait 13 pages. Et après 5 épisodes où Claire et Jamie étaient séparés, on a vraiment le sentiment d'une sensation de retour à la maison, de retour à la magie de leur relation. Et il y a un super tempo. Je trouve le fait d'avoir attendu le milieu de la saison ou presque pour nous le présenter, ça a vraiment nourri notre impatience. Et voilà, du coup la pression est montée et l'impatience a grandi au fil des épisodes, ce qui fait que là on est vraiment content de les revoir ensemble. C'est un épisode aussi qui vit pour lui-même, je l'ai dit, c'est un épisode de milieu de saison. Il y aura 13 épisodes dans la saison 3. Et comme chaque épisode de milieu de saison, il marque un peu une transition entre première partie et deuxième partie de saison. Mais celui-là, il vit pour lui-même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intrigue intrinsèque à l'épisode. On laisse le temps au temps, et ça, c'est bien. Même si, évidemment, il permet de faire le point sur le passé, ou plus ou moins, et il donne quelques petits indices pour la suite, mais voilà, il ne pose pas d'intrigue majeure. Je trouve que c'est une superbe idée, une brillante idée d'avoir démarré l'épisode quelques minutes avant l'arrivée de Claire dans l'imprimerie. Ça nous permet de voir Jamie installé dans sa vie d'imprimeur à Édimbourg. On découvre Jamie
un homme qui semble respecté, un notable, bien habillé. Franchement, le look de Jamie dans ce début d'épisode avec son tricorne, il est beau comme tout. On se demande qui est cette femme qui l'habille au début de l'épisode. Il y a quelques gestes qui, pour moi, sont des gestes intimes. Enfin, voilà, se faire bien ajuster sa veste, etc. C'est une sorte d'intimité. Donc, je pense que là, les scénaristes ont voulu un petit peu nous emmener sur une fausse piste. Et ça permet surtout de voir toute cette séquence que Jamie n'avait bien sûr rien anticipé de l'arrivée de Claire. On découvre sa vie je crois que j'ai noté le générique démarre à 8 minutes. Donc on découvre un morceau de vie, les choses principales qu'il y a à savoir sur Jamie en 6 minutes à peu près, beaucoup d'images. On voit aussi qu'il est toujours sur la défensive. Il trempe dans des affaires sans doute louches, puisque à son arrivée dans l'imprimerie, rapidement, hop, il dégaine sa dague. C'est une belle créativité d'avoir redémarré quelques minutes avant l'arrivée de Claire. Ça nous permet d'avoir le point de vue de Jamie, la caméra braquée sur lui aussi au moment où elle arrive et où il l'entend. On rejoue la même scène que la fin de l'épisode 5, une deuxième fois, pour notre plus grand plaisir. Et ce que je voulais mentionner aussi sur cette séquence du début, c'est la musique qui accompagne Jamie lorsqu'il sort du bordel de chez Madame Jeanne et qu'il se rend à l'imprimerie. Sur son chemin, la musique, vous l'avez reconnue sans doute puisqu'elle a déjà été jouée dans la saison 1, dans l'épisode 12, donc l'épisode où Claire et Jamie sont à la Librock. Et je trouve que ça accentue sans doute aussi ce fait que, alors pour nous, on est de retour dans des choses connues et des choses qu'on aime, mais pour Jamie aussi, ça prouve que à Édimbourg, là, dans sa vie d'imprimeur, quelque part, c'est son chez lui, c'est son nouveau chez lui, l'endroit où il se sent bien. Et on sent qu'il a aussi ces postures d'homme affirmé, qui ne se cache pas et qui est bien dans ce qu'il fait. Ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, mais comme dans beaucoup, mais c'est le soin apporté aux détails et notamment au décor. Franchement, cette imprimerie, il faut prendre le temps de regarder et de se repasser les séquences, mais c'est absolument incroyable tout ce qui a été fait. Aucun détail n'a été laissé au hasard. Ces feuilles qui pendouillent, les rangements, les placards. Donc, c'est bien sûr John Gary Steele et ses équipes qui ont totalement créé cette imprimerie. Alors, ils ont recyclé on va dire, la structure du décor de l'échoppe de Maître Raymond dans la saison 2, notamment les boiseries, et puis le fait que ce soit à 2 niveaux. On peut reconnaître certains aspects de sa boutique d'apothicaire. Vous le verrez si vous regardez sur le site internet, la presse d'imprimerie a été créée spécialement pour la série et elle fonctionne vraiment. Donc Sam Yuan a été formé pour utiliser la presse et tous les brouillons qui ont été faits par Sam pendant son entraînement et sa formation sont pendus, suspendus au fil et sèches et ont été récupérés en fait par la production pour servir de décor. Et on se rend compte que ce procédé d'impression est très long et que c'est laborieux. Et un clin d'œil y est fait d'ailleurs un peu plus tard quand Claire et Jamie sont ensemble. Et on comprend bien effectivement qu'un homme imprimeur pouvait développer quelques muscles dans les bras notamment. Toujours en parlant de décor, on peut parler du bordel. Alors, déjà le rez-de-chaussée, l'accueil. On voit tout de suite que c'est pas le même genre de bordel que celui qu'on avait vu à Paris dans la saison 2, qui était plutôt réservé à une espèce d'élite bourgeoise ou aristocrate. Là, ça semble être un bordel plus populaire. Et c'est bien rendu dans le décor. Et dernière mention aux images qu'on nous met sous les yeux, c'est ces lumières. Le directeur de la photographie, dont je n'ai pas noté le nom, donc il faudrait que je vous le retrouve. Je vous le noterai en bas, là. A fait un boulot aussi assez incroyable. Toutes ces lumières, les bougies, et notamment l'utilisation des lumières dans l'imprimerie. Si vous revisionnez l'épisode, faites-y attention, c'est vraiment, ça donne une ambiance vraiment spéciale et qui est très belle à voir. C'est assez magique.
L'épisode aussi démarre avec un générique décalé, hein, je l'ai dit, ça nous permet de revenir quelques minutes en arrière avant l'arrivée de Claire. Et c'est la deuxième fois que ça arrive dans Outlander. La première fois, c'était dans la saison 1, l'épisode 9. Donc c'est l'épisode qui s'appelle The Reckoning, le titre en français. Une bonne correction, je crois. Enfin bref, c'était cet épisode qui démarrait sur... D'ailleurs, c'est Jamie, le narrateur de l'épisode dans la saison 1, et il était au bord de la rivière, enfin vous vous en souvenez sûrement. Et donc, deuxième fois qu'ils utilisent ce procédé, moi j'aime bien. Ça diffère un peu notre attente et on se demande ce qui va se passer et pourquoi c'est différé d'ailleurs. Et enfin, deuxième chose, pour le coup, là, totalement inédite, c'est la présentation des noms des scénaristes, réalisateurs, etc., qui sont directement imprimés par la presse de Alexander Malcolm. Donc ça, c'est sympa. Je ne peux pas vous donner mes impressions générales sans vous parler de la musique, parce que là, vraiment, c'est spécifique dans l'épisode. Vous l'avez forcément remarqué, il y a beaucoup de thèmes musicaux qui nous sont très familiers. Alors, pas forcément très exactement dans l'harmonie, hein, enfin, dans les notes, mais les thèmes sont reconnaissables et ce sont vraiment des thèmes empruntés aux saisons 1 et 2 qu'on aime tant. Et notamment cette musique qui accompagne Jamie, Coming Through the Eye. Je ne sais pas si je le dis bien, c'est la moitié de l'écossais. Celle-ci, on l'a souvent entendue. Et enfin, je voudrais clôturer ces impressions générales par relever toutes les notes d'humour. Enfin, je ne vais pas les détailler, mais pour relever que cet épisode, même s'il est très romantique, avec beaucoup d'intimité et de chaleur et d'émotion, il y a toujours ces petites touches d'humour qui font un petit décalage et qui franchement sont rafraîchissantes et qui, je trouve, sont toujours subtilement amenées. Nous font pas franchement éclater de rire, mais nous mettent le sourire au coin des lèvres, et je trouve que ça ajoute aux émotions positives qui ressortent de l'épisode. Voilà pour mes impressions générales. On passe à mon top et à mon flop. Alors pour cet épisode, mon flop, c'est vraiment la fin. Pour plusieurs raisons, je pense. D'abord, c'est vrai que la fin est un peu brutale, hein. Claire est arrivée depuis moins de 24 heures et déjà les ennuis commencent. On aurait préféré rester dans leur petite bulle de douceur, c'est sûr. Et donc ça me gêne un peu. Je pense qu'on nous embraye tout de suite dans d'autres aventures. Et puis les autres choses qui me gênent, c'est comment on en arrive là, en fait, puisque Claire, juste avant, est dans l'entrée, en fait, hein, dans la salle commune avec les prostituées. Pour monter dans sa chambre, il y a cet escalier central. Donc cet homme qui se retrouve dans la chambre de Jamie est forcément passé par là. Donc une petite incompréhension, comme par magie il est là, à moins qu'il soit rentré par la fenêtre, enfin je sais pas trop. Ensuite cet homme, dans la version originale en VO, alors c'est pareil, je l'écoute plus en français, donc je sais pas comment il le dit, mais en VO il dit fuck, donc baiser, ou enfin je sais pas comment c'est traduit en français, mais c'est un mot qui, a priori, dans ce siècle-là et à cette époque, n'est pas connu, puisque Jamie s'était fait expliquer ce mot-là par Claire, justement dans l'épisode 9 de la saison 1. Donc, à moins qu'en 20 ans, les choses aient tellement changé que ce mot-là soit devenu dans le langage courant des Écossais, je ne sais pas. Et puis, l'autre chose qui m'agace un peu, c'est qu'une fois encore, on parle de viol, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. D'autant que je crois que c'était pas comme ça du tout dans le roman. Donc, pourquoi rajouter encore une notion de viol? Il y en a déjà eu bien assez. Bref, cette scène-là m'énerve beaucoup. Je préfère vous parler de ma scène top. Et alors, bien sûr, tout l'épisode est magnifique et j'ai eu du mal. J'ai failli prendre la scène des retrouvailles avec Fergus, mais je me suis dit que quand même, c'était pas vraiment dans le thème. Donc, j'ai plutôt choisi de relever une séquence entre Claire et Jamie. Et le moment qui me plaît vraiment le plus, c'est la conversation sur l'oreiller. Donc, c'est ces moments qui suivent l'assouvissement de leur désir charnel l'un pour l'autre. C'est un vrai moment d'intimité pour le couple. Ils se parlent, ils se redécouvrent. Claire est belle, je trouve. Elle a un sourire vraiment radieux qu'on ne lui avait pas vu
enfin, un vrai sourire franc et épanoui. Et ouais, on sent un espèce de ravissement, comme si sa petite danseuse intérieure là s'était remise à danser justement. Elle est belle. Je trouve que voilà, une fois que l'acte a été consommé, il y a une espèce d'aisance qu'ils retrouvent hein, l'un avec l'autre. Ils plaisantent. J'adore aussi le fait que Jamie livre ses émotions et explique ce que ça lui fait de revoir Claire après 20 ans. Ouais, tout ça, quoi. Beaucoup d'émotions et c'est pour ça que j'ai choisi de relever celle-là. Allez, c'est parti pour les zooms. Je vais vous parler des retrouvailles en tous les détails. Pour mes zooms, j'ai choisi de développer 4 thèmes. Et le premier, ce sont les retrouvailles. Je suis un peu obligée de commencer par ça parce que c'est évidemment central dans l'épisode. Et je vais le prendre de manière chronologique. Donc évidemment, hein, on découvre que Jamie a une réaction un peu extrême. Hein. Il tombe dans les pommes lorsqu'il découvre que Claire est de retour. Forcément, une réaction extrême parce que lui n'était pas préparé à ça. On l'a découvert, lui, il a commencé une journée très normale de Alexander Malcolm à Édimbourg. Alors qu'à contrario, Claire a eu tout le temps de réfléchir tout d'abord à sa décision et une fois qu'elle était prise, d'anticiper son retour, de se projeter, de savourer le moment des retrouvailles. Et puis aussi, certainement d'avoir cette inquiétude qui accompagne la rencontre de son amour perdu depuis 20 ans. Dans l'épisode 5, à la fin, on ne voyait pas du tout le visage de Jamie. Hein. Tout était tourné du point de vue de Claire. Mais même si on ne voyait pas son visage, on devinait un peu sa réaction. Mais là, du coup, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on a de beaux plans sur le visage et sur le jeu de Sam Yuan. On sent dans ce visage les émotions qui passent. Quand Jamie reprend ses esprits, bien sûr, il savoure le fait de prononcer le nom de Claire. On sent plein d'émotions, on sent aussi beaucoup de gêne. On sent que tous les deux se testent, s'évaluent. Je dirais pas qu'ils se toisent, mais enfin, voilà, ils sont... Oui, c'est le mot, ils sont sur la réserve. Au début, et jusqu'à même longtemps, quelques heures après leur retrouvaille, Jamie ne sait pas trop quelles sont vraiment les intentions de Claire. Hein. Il la questionne beaucoup. Et tous les deux ne savent pas comment se comporter l'un avec l'autre. Claire non plus, elle n'est pas très, très sûre d'elle. Elle ne connaît pas la situation amoureuse, affective, amicale de Jamie, par exemple. Et on sent qu'elle essaye de savoir, mais elle n'y va pas de manière frontale. Elle glisse nous sommes mariés au moment où Jamie hésite un peu à retirer son pantalon. Jamie, de son côté, sa gêne s'exprime par le fait qu'il demande l'autorisation à Claire, l'autorisation de l'embrasser, l'autorisation de la déshabiller. Ou de la toucher, l'autorisation de la prendre au lit avec lui. Et ce premier baiser, une fois que Claire a donné son autorisation, est absolument bouleversant, avec en plus l'emphase qui est apportée par la musique de Bernard McCreary, la petite larme qui roule sur la joue de Claire. Oui, la musique, c'est le thème de Claire et Jamie, mais là, on a ces violons, les cordes qui jouent à fond, et oui, forcément, ça rend beaucoup les émotions. On voit que Claire évalue les lieux de vie de Jamie, elle cherche la trace et la présence d'une femme. Donc, je le disais, ils ont une ignorance mutuelle de ce qu'est la vie de l'autre. Et Jamie, très rapidement, évidemment, se questionne sur son enfant, sur Brianna. Et donc, vient cette séquence avec les photos que Claire a apportées du XXe siècle. Je fais une petite parenthèse là, par rapport au choix scénaristique et au choix aussi de réalisation, au choix de jeux d'acteurs qui ont été faits pour cette séquence, puisque ça, c'est ce que j'ai trouvé dans mes lectures. Les fans, au moment où l'épisode est sorti, et les fans des livres étaient vraiment très déçus de la façon dont cette scène a été faite, puisque, je ne veux pas trop spoiler ceux qui sont encore à la découverte des romans, mais dans le roman, Jamie s'effondre vraiment physiquement à la découverte de Brianna sur les photos, ce qu'il ne fait pas du tout comme ça à l'écran. Sam Yuan, d'ailleurs, s'en est expliqué.
Ça avait suscité une telle polémique que ça avait déclenché des tweets. Et Sam Yuan s'est sorti de sa réserve pour expliquer que ce qui était marqué dans le scénario, c'était que finalement, Jamie, oui, s'effondrait, mais lui, il l'a interprété comme une espèce d'effondrement intérieur. Mais d'ailleurs, ça, on le sent. Hein. C'est comme ça qu'il l'a joué vraiment quand on regarde et qu'on y prête attention. C'est un désordre intérieur. Et d'ailleurs, il s'assoit, on voit dans son regard que, ouais, il y a un sacré choc qui vient de lui arriver. Et donc, je ferme cette parenthèse parce que dans cette séquence des photos, là, il y a tellement de choses. Déjà, l'attitude de Jamie face aux petits trucs du futur, alors on le voit là par rapport aux photos, mais on le voit aussi un peu plus loin dans l'épisode. Il y a aussi le bikini. Claire lui parle de vélo un peu plus loin. Puis on l'avait déjà vu dans saison 1 et saison 2 avec l'éléphant, les avions, enfin tout ça. Il a une façon assez détachée de réagir à tout ça. Enfin, tous ces anachronismes. Il n'est pas plus choqué que ça, en fait. Hein. Il s'adapte. C'est Jamie, c'est tout Jamie. Dans cette séquence aussi, on voit comment la production a joué avec les effets du temps sur les acteurs, parce que c'est vrai que Sam Yuan et Katrina Balfe, bien qu'ils soient pas loin de la quarantaine au moment où ils tournent ces scènes-là, ils font très jeunes. Hein, donc ils n'avaient pas eu de mal justement à les rajeunir pour les saisons 1 et 2. Les vieillir, c'est effectivement plus compliqué. Alors, Jamie, ils lui ont rajouté des lunettes. Ça lui va super bien. Et Claire, on avait vu dans l'épisode précédent des cheveux gris qu'elle a teint pour venir, mais voilà, à moins qu'elle soit venue avec des flacons entiers de teinture pour cheveux, les cheveux gris vont forcément revenir. Bien sûr, dans cette séquence, on a aussi un rappel aux enfants. La découverte de Brianna, donc ça, j'en ai parlé. Le fait que Jamie parle de Face, je trouve ça vraiment touchant. Et pour la petite anecdote, ça n'était pas écrit dans le scénario et c'est Kate qui l'a fait rajouter. Ouais, c'est vraiment bien que ce soit là, c'est très sensible et je me dis que dans une telle situation, évidemment, on parle de ces enfants présents, mais on a aussi une pensée pour les enfants qui ne sont plus là. Et dans cette séquence, on arrive à faire passer aussi l'information comme que Claire est devenue chirurgienne. Je parlais des enfants, j'ai pas parlé de Willy, mais évidemment, voilà, Jamie choisit ce moment-là pour parler de Willy, mais je vais le détailler ça un peu plus loin. Et enfin, dans cette séquence, il y a une phrase que Jamie dit et qui est en résonance totale avec une phrase que Claire a prononcée face à Frank dans l'épisode où Frank décède, donc ça doit être l'épisode 4. Jamie, lui dit à Claire que le temps ne compte pas. Et Claire avait dit à Frank cette quantité de temps n'existe pas. Donc on sent bien que c'est ça, le temps entre Claire et Jamie n'a aucune importance. Et puis ensuite, à l'issue de cette séquence dans l'imprimerie, on a plusieurs scènes qui coupent cette intimité entre Claire et Jamie. Hein. On rencontre Fergus dans les rues d'Édimbourg et puis ensuite Willoughby dans la taverne. Donc ça, j'en parlerai. Et puis ensuite, on revient donc dans la chambre du bordel et puis cette longue scène écrite par Matt Roberts, scène qui fait 13 pages. Et voilà, Claire jauge un peu les lieux, essaye de trouver la présence d'une femme. Elle n'en voit pas, mais elle est quand même très très mal à l'aise. Et d'ailleurs, ça change beaucoup, cette Claire-là. On ne peut pas du tout la comparer à la Claire du début de l'épisode 5, là, quand elle était en train de faire son opération abdomen grand ouvert. Jamie n'est toujours pas au clair non plus avec les intentions de Claire à ce moment-là. Et le dîner permet leur redécouverte, même si évidemment leurs pensées sont tournées vers toute autre chose. Et on a cette fabuleuse scène de déshabillage qui prend son temps. C'est long, c'est très intime. On sent l'électricité dans l'air, les petits papillons. J'aime remarquer que Claire et Jamie sont toujours sur le même tempo. Ils sont à égalité de couches de vêtements. Ouais, ça montre que ces deux-là sont sur un pied d'égalité. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. On sent le désir qui monte, mais aussi l'inquiétude.
C'est sûr, Claire n'a plus n'a plus le corps de ses 28 ans. Elle est beaucoup moins sûre d'elle, elle se cache. Mais Jamie, parce que c'est Jamie, a le mot qu'il faut. C'est la plus belle femme qu'il a jamais vue. Bah oui, forcément. Et le moment tant espéré pour eux et pour nous aussi arrive. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit absolument parfait, mais non, hein, c'est maladroit. C'est logique quelque part. Hein, ces deux amants ne se sont pas touchés depuis 20 ans. Ce qui nous rassure finalement, malgré cette maladresse, c'est qu'ils en rient. Et je trouve que c'est ça, en fait, qui est important quand on regarde cette séquence-là. C'est que pour en rire, il faut quand même avoir une certaine intimité. Et on sent déjà là qu'elle n'est pas perdue. Ils sont tout de suite reconnectés. Alors, leurs premiers ébats sont assez bestiaux. Hein. Il y a une sorte d'urgence de possession de l'un pour l'autre. Ça permet d'évacuer les tensions. Leur deuxième fois est beaucoup plus tendre. Hein. Ça se passe les yeux, dans une sorte de symbiose, dans un rythme où leurs âmes sont vraiment connectées. Donc c'est très beau, c'est très, très touchant. Je trouve que c'est assez exceptionnel d'avoir pu avoir ce long épisode avec cette longue scène, cette scène qui respire, leurs retrouvailles qui nous sont vraiment montrées. Hein. On les a pas juste mis au lit et hop, 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 c'est terminé, on passe à la suite. Il était nécessaire pour moi de consacrer du temps à leurs retrouvailles. Il fallait qu'ils refassent connaissance, quelque part retomber amoureux ou recréer des liens. On voit qu'ils s'amusent, on voit qu'ils rient. Et ces petits moments-là sont tellement importants pour nous montrer leur intimité. Et c'est ce qui a d'ailleurs manqué à Claire. On l'a vu avec Franck pendant 3 épisodes, mais elle n'était pas du tout intime avec lui. Ils étaient un à côté de l'autre et ils ont été de bons parents pour Brianna, mais voilà, il n'y avait pas d'intimité. Et voilà, et là, c'est vraiment la relation de Jamie et Claire qui nous intéresse dans Outlander, et c'est bien. Alors, on serait bien resté dans cette petite bulle de douceur, hein, je l'ai dit. Il y a quelques détails qui restent en suspens. On ne sait pas tout de Jamie. Claire non plus ne sait pas tout. Et donc, Jamie doit repartir. Et Tony Graphia, donc, qui n'a pas écrit le scénario, hein, mais qui est une scénariste, c'est elle qui a fait rajouter dans le scénario le « Reviens-moi vite, soldat »,« Hurry back, soldier ». C'est son truc à elle, ça. Hein, et là, ça nous fait clin d'œil aussi aux saisons 1 et saison 2. J'en ai déjà relevé beaucoup. Je continue sur le thème des retrouvailles et j'en ai pas du tout parlé parce que je voulais garder l'exclusivité pour ce focus-là. Vous ne les avez sans doute pas manqués et je pense que ça a été fait sciemment quelque part, mais cet épisode est bourré de parallèles avec l'épisode du mariage, l'épisode 7 de la saison 1, et par plusieurs aspects d'ailleurs. Le premier, c'est l'espèce d'incertitude qu'ont Claire et Jamie l'un face à l'autre, hein, cette gêne et cette retenue. Alors bien sûr, dans l'épisode du mariage, c'était un mariage entre guillemets forcé, donc forcément, ils étaient des étrangers l'un pour l'autre, c'était bizarre. Mais là, au bout de 20 ans, finalement, ils se retrouvent dans la même situation. Et d'ailleurs, Jamie le dit, à un moment donné, on se connaît moins aujourd'hui qu'on ne se connaissait il y a 20 ans, au moment où on s'est mariés. Donc, on retrouve ça. Donc ça, c'est le premier parallèle. Le deuxième, ce sont toutes ces interruptions. À chaque fois qu'ils sont dans un moment voilà, où on sent que les choses pourraient aller plus loin, hop, ils sont interrompus. La première fois, c'est Jordi, hein, ce pauvre Jordi, l'apprenti ou le salarié de Jamie à l'imprimerie, qui interrompt de manière assez burlesque. Enfin, c'est drôle, hein, la façon dont il les interrompt et sa réaction, qui interrompt presque voilà, une espèce de fougue, de câlin, de baiser. Et en fait, dans l'épisode du mariage, c'était Angus, hein, qui avait débarqué dans la chambre nuptiale de Claire et Jamie, monsieur les pieds dans le plat. Voilà. Et Claire et Jamie, là, dans cet épisode, sont interrompus une nouvelle fois par une dame qui apporte le dîner. Et puis, au petit matin, une autre fille du bordel qui veut apporter le petit déjeuner. Et alors là, ça fait plus référence pour moi. Enfin, moi, ça me fait un clin d'œil
à l'épisode, je ne sais pas si c'est le 10, mais où c'est Murta qui débarque dans la chambre de Claire et Jamie alors qu'ils viennent voilà, d'avoir le petit câlin du matin. Un autre mini parallèle, c'est cette phrase assez emblématique de l'épisode du mariage dans laquelle Jamie dit à Claire j'ai dit que j'étais vierge, mais je ne suis pas non plus un moine. Et là, dans cet épisode, il dit à Claire je ne suis pas un saint, mais je ne suis pas non plus un proxénète. Donc ça, c'est des phrases qui sont en miroir. Autre parallèle plus important, c'est la scène du dîner. Dans l'épisode du mariage, Claire et Jamie avaient profité d'un dîner. Alors juste après, justement, leur premier, je crois, leur premier rapport, ou juste avant, je ne sais plus. Non, juste après. Et là, dans cet épisode, ça se passe bien avant et c'est ce dîner qui permet leur reconnexion. Ils discutent. Dans l'épisode du mariage, on avait ces discussions sur la famille de Jamie. Enfin, c'était une façon de faire connaissance, de briser la glace. Et là, le dîner, il est utilisé dans le même objectif, en fait. Un autre parallèle, c'est le déshabillage. C'était déjà très très sensuel et très sexy dans l'épisode du mariage. Et là, je trouve que ça prend encore plus le temps. Et il y a beaucoup de clins d'œil et de parallèles puisque enfin voilà, il y a le délassage de la robe de Claire, le fait qu'il se retrouve en chemise, le fait que Jamie enlève sa chemise justement et où on voit son dos, ses cicatrices. Les plans sont quasiment symétriques dans les deux épisodes. Et d'ailleurs, ça nous permet d'observer l'évolution des cicatrices dans le dos de Jamie, qui sont un peu plus atténuées. Là, sur le corset de Claire, il y a une fermeture éclair et alors qu'il y avait les nombreux lacets que Jamie avait mis un temps fou à enlever et dont il s'était un peu plaint dans l'épisode du mariage. Dans l'épisode du mariage, on entend à un moment donné la ceinture de Jamie qui tombe au sol. Et là, pareil, on entend... alors, c'est pas la ceinture de Jamie, mais c'est l'espèce de boudin que Claire a autour de la taille pour son costume 18e. On a aussi cet intérêt que Jamie porte aux cheveux de Claire et où il lui dit Money and Down, donc ma petite brunette ou ma jolie femme brune, je ne sais pas comment on le traduit en français. L'autre parallèle, c'est les 3 temps dans leurs ébats. Épisode du mariage, c'était pareil, la maladresse du premier, la tendresse, on va dire, du dernier, et puis entre les deux, une espèce de connexion charnelle, plus émotionnelle. Là, c'est pareil, c'est en 3 temps, et puis on a aussi ce sexe oral. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Claire qui avait fait découvrir les joies du sexe oral dans l'épisode du mariage. C'était elle, la connaisseuse. Et là, c'est l'inverse. C'est Claire qui en profite. Les 2 derniers parallèles, c'est le départ de Jamie au petit matin. Dans l'épisode du mariage, c'est pareil. Il avait laissé Claire seule dans la chambre. Alors Claire, à ce moment-là, ça lui avait permis de se retrouver face à sa culpabilité du fait, elle se pensait bigame, forcément, il y avait Franck. Et là, elle est seule, mais elle a ce sourire de la femme épanouie et elle est bien finalement. Et dernier parallèle, c'est Claire qui descend d'un étage pour aller manger, grignoter quelque chose. Dans l'épisode du mariage, elle s'était retrouvée dans cet univers d'hommes, et notamment elle avait croisé Dougal, c'était plutôt hostile. À l'inverse, elle se retrouve là dans un univers de femmes. C'est une scène très cocasse, je trouve. Elle n'est pas très très longue, mais franchement, c'est rigolo. Ça détend aussi l'atmosphère et puis il y a quelques répliques bien senties, bien amenées. Et Claire est à l'aise. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut relever, c'est que où qu'elle aille, finalement, on a l'impression qu'elle est vraiment dans son élément. Et voilà, j'ai bien aimé le comique de situation en fait, du fait de l'ambiguïté de sa position et de sa situation. Voilà pour les parallèles. Peut-être vous en avez relevé d'autres. S'il y en a que j'ai pas relevé. Vraiment, n'hésitez pas à les mettre soit en commentaire sous la vidéo de la chaîne YouTube ou sur ma publication Facebook ou même sur le site internet, là où je mettrai les images des coulisses de l'épisode.
Il y a une notion qui me semblait importante et intéressante à relever pour l'épisode, c'est la frontière entre secret et mensonge. Vous qui connaissez bien la série, vous savez que Jamie n'avait pas demandé grand-chose à Claire lorsqu'ils se sont mariés, mais ce à quoi il tenait vraiment, c'est le fait qu'il n'y ait pas de mensonge entre eux. Donc, il lui avait dit qu'il pouvait y avoir des secrets, mais pas de mensonges. Alors, moi, je me questionne quand même sur le statut du mensonge par omission. Est-ce que du coup, un mensonge par omission, ça veut dire qu'on garde un secret? Franchement, c'est presque philosophique cette question. Alors, pour Claire, les secrets et les mensonges ou les simili-vérités ou ça se joue beaucoup sur la question de son absence. Alors, le premier à qui elle est confrontée et où elle doit dire quelque chose pour expliquer son absence, c'est Fergus, parce que bien sûr, pour Jamie, il n'y a pas de souci. Et donc, Claire doit jongler entre son passé, son présent, son passé actuel. Enfin, vous voyez, c'est très, très bizarre. Elle doit se réinventer une histoire, elle doit se reconstruire une identité dans ce temps du XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, la question de l'identité est un des éléments de l'épisode pour moi aussi. Elle n'est pas Claire Randall, elle n'est pas non plus Claire Fraser, puisque Jamie lui demande de se faire appeler Madame Malcolm. Et je trouve que c'est une sorte de rappel aussi à l'épisode précédent, l'épisode 5, où Brianna, justement, questionnait l'histoire avec un grand H. Là encore, Claire a des fragments de la vie de Jamie dans ce qu'elle a pu trouver dans les livres, dans ses recherches, mais qu'en est-il de ce qui n'était pas dans les livres? Et est-ce que finalement, l'histoire qu'elle a lue est bien l'histoire telle qu'elle a été vécue? Grande question. Et pour Jamie, cette frontière entre secret et mensonge, c'est les secrets qu'il garde. Alors, le fait de parler de Brianna avec Claire, ça a déclenché chez lui, on le sent tout de suite, le besoin de parler de Willy. Et j'en parle parce que dans les romans, cette révélation du fait qu'il est papa, elle intervient beaucoup plus tard, avec des conséquences. Donc c'est un choix scénaristique qui a suscité beaucoup de discussions dans comme ils appellent ça, dans leur chambre des scénaristes, dans leur salle des scénaristes. Très très longue discussion. D'ailleurs, Matt Roberts, lui, ne voulait pas au départ inclure cela dans l'épisode. Mais finalement, je trouve que ça passe bien, ça s'explique bien. Jamie a un fils dans cette époque. Alors, Claire lui parle de Brianna, mais il a vécu une vie, en fait, pendant l'absence de Claire, et Claire doit savoir. Finalement, il se débarrasse quelque part d'un fardeau. Ce secret est dévoilé, même si on sent qu'il en cache d'autres. Et je dis ça parce qu'on voit bien qu'avec Fergus, parle de quelque chose. On le voit aussi à un moment donné dans son attitude lorsqu'il est au lit avec Claire. On sent qu'il va presque dire autre chose. La première scène aussi, où il dégaine sa dague alors qu'il entend du bruit en bas, on sent qu'il est sur la défensive. Et c'est l'honnêteté de Jamie qui explique qu'il parle de Willy tout de suite. Et Jamie et Claire sont tous les deux très prudents dans les questions qu'ils se posent et aussi dans leurs réponses. Bien sûr, ce qui préoccupe Claire, c'est de savoir si Jamie a aimé une autre femme pendant son absence, et la réponse est non. Jamie le lui dit et je pense que Claire le croit. Et elle fait savoir, elle, de son côté, à Jamie qu'avec Frank, c'était pas terrible. Enfin, elle le dit avec ses mots. Elle a été heureuse d'élever Brianna avec Frank, mais voilà, c'est une façon de dire et de faire comprendre qu'elle n'est pas retombée amoureuse de Frank. Et je reviens quelques instants sur la révélation de l'existence de Willy pour pointer. J'ai parlé du jeu d'acteur de Sam Yuan, mais on peut parler du jeu des expressions du visage de Kate au moment où Jamie révèle à Claire l'existence de Willy. On sent plein de choses qui passent là, la jalousie, l'énervement, ce sentiment d'insécurité aussi qui la quitte pas. Un peu d'espoir, une joie quand même de découvrir que Jamie est père et puis la joie que ça lui procure à lui. Beaucoup de choses passent et elle passe merveilleusement bien avec cette actrice.
Cet épisode est l'occasion de découvrir aussi de nouveaux personnages. Je vais en parler dans l'ordre d'apparition. On découvre Fergus, un beau jeune homme d'une trentaine d'années. Euh, et waouh, quel beau prolongement de l'acteur précédent, Roman Berux. Donc la production a choisi un acteur français pour rester cohérent avec l'histoire du personnage. Fergus, à la base, est français. Euh, alors pour moi, il est vraiment charmant. Il a une espèce de douceur naturelle, ce César Downboy, qui me plaît beaucoup. César a étudié la gestuelle de Roman Berux pour le rôle. Et c'est vrai que c'est flagrant, en fait. Fergus a vraiment les gestes qu'aurait pu avoir le très jeune Fergus. Si on l'écoute en version originale, on entend aussi l'accent moitié français, moitié scot. C'est finement joué, c'est vraiment bien fait. Et pour parler vraiment du personnage, on voit que Fergus a une émotion sincère de revoir Claire. C'est ce câlin très chaleureux, enfin aussi la fierté qu'il a de raconter, enfin il n'est pas allé dans les détails, mais comment il a perdu sa main. Ce sourire vraiment franc, enfin, j'adore qu'il l'appelle Milady, c'est pareil, ça nous renvoie dans la saison 2. Et puis Fergus, on voit qu'il est toujours très protecteur aussi pour Jaime, pour Milord. Il sent bien qu'il y a un truc, voilà, pas tout bien qui peut se passer suite au retour de Claire, donc il s'inquiète. On entend parler de Ned Gowan, donc là pour le coup c'est pas un nouveau personnage, c'est un ancien. D'ailleurs ça semble bizarre parce que l'acteur, enfin le personnage semblait déjà bien âgé, il y a 20 ans de ça, donc voilà. Est-ce qu'on le verra ? Enfin bref, pour parler et pour finir sur Fergus, moi j'adore ce personnage et c'est le fait de le revoir, on se dit qu'il aura un rôle à jouer dans les épisodes qui vont suivre et ça fait vraiment plaisir. Alors un autre qu'on découvre pour le coup qui est totalement nouveau, c'est Willoughby, donc l'associé chinois de Jaime, qui semble lui attirer bien des ennuis ou s'attirer des ennuis un peu tout seul. Là, je suis obligée de parler du roman parce que franchement, dans le roman, c'est un personnage haut en couleur. Là, on nous présente une version un peu édulcorée. Je pense que vraiment, les producteurs n'ont pas voulu tomber dans la caricature. Dans le roman, il est... c'est ouais, vraiment très... On va très loin. Donc là, ils ont gardé l'essentiel. C'est que Willoughby, c'est un grand romantique voilà, qui a des pratiques un peu spéciales vis-à-vis des femmes. Il leur lèche le coude. Enfin, ouais. Néanmoins, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'on sent tout de suite une connexion avec Claire. Finalement, ils se ressemblent dans le sens où ils sont tous les deux des Outlanders, des Sassenards. Ils sont des étrangers pour les Anglais. Et Claire montre son respect pour cet homme-là en utilisant son prénom chinois. Claire vient des années 60. Le racisme aux États-Unis... en fait, n'a jamais cessé d'exister, mais était déjà très fort dans les années 60 et je pense qu'elle n'a pas rapporté ça avec elle. C'est un personnage, Willoughby, qui, pour ma part, m'intrigue beaucoup. Ouais, on ne sait pas trop ce qui peut nous attendre par la suite avec lui. Et je trouve qu'au travers de ce personnage-là, et puis aussi des deux Écossais qu'on voit au tout début dans l'imprimerie, c'est Hayes et Leslie, qui appelle Jaime McDoo. Donc on se doute que Jaime les a connus à la prison d'Arnsmuir. D'ailleurs, comment se fait-il qu'ils ne soient pas aux colonies ? Point d'interrogation. Mais au travers de Willoughby et des deux Écossais, là, on sent que Jaime est un leader, qu'il est respecté, qu'il dirige une sorte de petit monde. Mais il semblerait néanmoins que Jaime ait beaucoup de confiance en Willoughby, donc à suivre. Et le dernier personnage que l'on découvre dans l'épisode, alors de manière très rapide, c'est Petit Yann, le dernier fils de Yann Murray et de Jenny. Alors, il dit qu'il a 16 ans. Au départ, je me suis dit, tiens, il ment sur son âge, en fait, pour expliquer sa présence ici. Parce que dans le roman, en réalité, Petit Yann a 14 ans. Et en fait, non, dans le podcast des producteurs, là, ils expliquaient qu'il l'avait volontairement vieilli de plus de 2 ans par rapport
à son intrigue future, en fait. Et donc, on découvre ce petit Yann complètement décoiffé. Donc là, ça correspond plutôt bien à la description de Diana Gabaldon. Dans le jeu de l'acteur, hein, John Bell, on voit cette espèce de naïveté enfantine, mais qui est en même temps mêlée de beaucoup d'intelligence, et je pense d'intelligence de cœur. Bref, on sent qu'on va s'attacher à ce personnage. En tout cas, le physique de John Bell le rend attachant. Il est temps de conclure ce décryptage. Jamie et Claire enfin réunis. Franchement, ça fait plaisir. Il s'est quand même passé 20 ans. Quand on y pense, franchement, tout ce temps, l'un sans l'autre. Néanmoins, leur symbiose émotionnelle et physique semble toujours être là. Alors forcément, à l'issue de l'épisode, on se demande ce que cache Jamie, quel est le secret ou quel est le mensonge, ou je ne sais pas. On peut en débattre, mais qu'est-ce qu'il cache? Et visiblement, les ennuis recommencent déjà, j'en ai parlé. Il semblerait que une fois de plus, il ne puisse pas bénéficier d'une espèce de lune de miel. Ça avait déjà été le cas dans la saison 1. Mais oui, voilà, sinon il n'y aurait pas de série, il n'y aurait pas d'intrigue. Donc j'ai parlé à l'instant des nouveaux personnages. On sent que des intrigues futures vont arriver, mais on ne peut pas vraiment soupçonner lesquelles. À ce stade, franchement, on n'a pas assez d'indices qui nous ont été donnés pour voir quelle va être la suite. Alors probablement que les activités séditieuses de Jamie vont lui attirer des soucis. On l'a vu avec la scène dont je n'ai absolument pas parlé d'ailleurs, avec le collecteur de taxes. Bref, à suivre. Merci à vous d'avoir écouté en entier. Je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur où vous voulez. Tout est possible. YouTube, Facebook, mon site internet, pourquoi pas Instagram. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. J'essaierai de vous répondre. N'oubliez pas de vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. En attendant, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.